comme je vous le disais, donc ça fait quelques années maintenant que je travaille sur la plateforme aéroportuaire et comme vous pouvez vous en douter, les salariés que je reçois dans le cadre des visites, ce sont souvent des personnes qui ont des horaires décalés, voire même du travail de nuit. Donc, du coup, c'était une thématique qui était au cœur de mes entretiens santé-travail, le sommeil, ce qui fait que je me suis intéressée, je me suis formée, je me suis documentée. Et puis, j'ai pu réaliser certains ateliers dédiés justement à cette thématique du sommeil. C'est pour cela qu'aujourd'hui, c'est moi qui vais présenter ce PowerPoint. Alors, ça ne fait pas de moi pour autant un expert ni un spécialiste du sommeil, mais bon, voilà. Quelqu'un avec une certaine expérience, c'est comme ça que j'ai la prétention de me définir par rapport à cette thématique du sommeil. C'est une présentation qui se veut assez pratique, très, oui, pratico-pratique, très explicative, parce qu'en fait, c'est un peu une déclinaison de ce qu'on avait mis en place sur la plateforme aéroportuaire. Donc, c'est une présentation qu'on faisait en entreprise, sous format d'atelier. Donc, on a élaboré un contenu qui était plutôt dédié à être fait sur le terrain. Donc, c'est la raison pour laquelle je ne suis pas forcément à l'aise avec ce format-là. Il peut y avoir des petits moments de flottement, des petits moments d'hésitation, voire quelques tics de langage de ma part. Par avant, je vous prie de bien vouloir m'excuser. Voilà, c'est le format qui est toujours un petit peu austère, je trouve, mais bon, on devrait pouvoir s'en sortir quand même. Vous l'avez remarqué, vous êtes tous bloqués, vous n'avez pas le droit de vous exprimer. Alors, on n'est pas très nombreux. Je ferai à la fin s'il n'y a vraiment pas beaucoup de monde et s'il y a des questions, peut-être que je me permettrai d'ouvrir les canaux. Ceci étant, si vous voulez poser des questions au fil de l'eau, je vous encourage à utiliser la petite icône dédiée questions et réponses. C'est plus facile pour nous pour les traiter, enfin pour moi pour les traiter à l'issue de ces présentations. Vous pouvez d'ores et déjà commencer à poser vos questions tout au fil de cette présentation. Et puis à l'issue, moi, je reprendrai un petit peu les questions comme elles sont venues, puis j'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible et de mes connaissances et de mes compétences, évidemment. Voilà, ça devrait durer à peu près 1 heure de présentation, grand maximum, peut-être un petit peu moins, et puis des questions un peu plus, un peu moins, 15, 20 minutes, 30 minutes au besoin. Enfin là-dessus, il n'y a pas de limite, c'est en fonction de votre disponibilité. Donc, là, ça commence bien. Comment favoriser un sommeil de qualité? Donc le programme, ça va être assez simple. Il y aura une petite partie qui va traiter du sommeil. On va essayer de le définir. On va essayer d'introduire certaines notions qui sont extrêmement importantes quand on parle du sommeil et d'essayer d'avoir un sommeil de qualité ou d'éviter des mauvaises habitudes qui pourraient venir altérer un petit peu la qualité du sommeil. Donc notamment les rythmes circadiens, donc extrêmement importants. Qu'est-ce que l'on met derrière le mot récupération? Parce qu'on sait qu'il faut dormir, et il faut qu'on dorme bien d'ailleurs pour bien récupérer, mais qu'est-ce qu'on entend précisément par ce terme de récupération? Qu'est-ce que c'est qu'un sommeil de qualité ou comment on va pouvoir le favoriser, les habitudes à avoir et peut-être aussi certaines habitudes à éviter? Et puis on abordera alors de façon assez macro les troubles du sommeil, parce que les troubles du sommeil c'est vraiment très dense, très complexe aussi. C'est une vraie spécialité médicale, donc je ne serai pas le mieux placé, je ne serai pas le meilleur interlocuteur pour vraiment aborder toutes les thématiques en lien avec les troubles du sommeil, mais on va essayer de définir les principaux, en tout cas de ce qu'on retrouve le plus souvent, et puis quelques petites pistes d'amélioration sur des problématiques qui sont un peu récurrentes et qui sont un peu plus communes, qu'on retrouve le plus dans la population aujourd'hui. Et puis, notamment, quand il est important de consulter, bien évidemment. Alors, première partie, le sommeil. Alors, c'est une définition qui en vaut une autre. Celle-ci, je l'aime bien parce qu'en fait, elle introduit une petite notion de cycle et de rythme circadien. Donc, une notion extrêmement importante. On la verra très, très, très rapidement dans la présentation. Donc, le sommeil, en fait, on le définit comme étant un état naturel récurrent de perte de conscience du monde extérieur, accompagné d'une diminution progressive du tonus musculaire survenant à intervalles réguliers. L'alternance veille-sommeil correspond à l'un des cycles fondamentaux chez les animaux appartenant au rythme circadien. Donc c'est ce fameux rythme circadien que je voulais absolument introduire, qui est vraiment très important. J'ai mis cette slide parce que je trouve qu'elle est importante, surtout en ce moment, quand on parle du sommeil, parce qui vous a très probablement intéressé à cette thématique du sommeil, c'est que souvent, en arrière-plan, il y a toujours un peu des troubles du sommeil. Donc, des troubles du sommeil, il peut y en avoir vraiment de différentes natures, et on le verra. Et j'aime bien un peu la recontextualiser. C'est vrai qu'on sort quand même d'un contexte sanitaire qui est venu vraiment impacter très fortement
notre sommeil. Ça a été un sujet d'actualité pendant pas mal de temps, en 2021 d'ailleurs, peut-être vous vous en souvenez, pour pas mal de raisons. Il y avait déjà le fait qu'il y avait quand même beaucoup plus de sédentarité, de par le fait qu'on était beaucoup moins actifs. Il y avait, toutes les salles étaient fermées, enfin toutes les activités physiques étaient pour le moins fermées pendant pas mal de temps. Il y avait un peu plus de télétravail, donc moins de déplacements, moins de trajets domicile-travail, des amplitudes horaires qui étaient parfois un petit peu plus longue. On s'est aperçu qu'en télétravail, on avait tendance à travailler un peu plus. Et donc, on restait un peu plus encore en station assise devant notre écran. Bref, tout ça faisait qu'il y avait clairement moins de fatigue physique, un peu plus de charge mentale, parce que voilà, l'actualité était assez pesante au moment du contexte sanitaire. Malheureusement, l'actualité encore aujourd'hui, enfin en tout cas le contexte géopolitique, ça peut être une source d'anxiété quand même latente chez pas mal de personnes. Et donc tout ça, clairement, ça vient aussi, ça a un retentissement sur la qualité de notre sommeil. Donc voilà pourquoi j'aimais bien remettre un petit peu ce contexte-là, parce que c'est vrai que le sommeil quand même, il est déjà fragile avec le temps, il se fragilise aussi avec l'âge, j'entends. Et puis, il y a des différents paramètres extérieurs qui viennent encore entacher un petit peu cette fonction-là. Pour revenir tout de suite sur ce rythme circadien, en fait, c'est ce qui définit l'alternance entre la veille, donc le fait qu'on soit éveillé, et donc le sommeil. C'est un rythme d'environ 24 heures, pardon, je commence à bafouiller, pour la plupart des individus. Alors, un peu plus, un peu moins chez certaines personnes, on n'est pas tous égaux à ce niveau-là. Mais en fait, c'est une façon en fait, d'induire le fait que le corps est vraiment programmé, à fonctionner d'une certaine manière. Donc, on est fait pour vivre le jour, comme vous vous en doutez, et dormir la nuit. Le corps va fonctionner, biologiquement parlant, toujours de la même façon. Même quelqu'un qui va avoir une activité, un travailleur de nuit ou horaire décalé depuis toujours, il va avoir l'habitude, il va avoir un rythme, mais physiologiquement et biologiquement parlant, son corps va toujours fonctionner de la même façon. Comprendre par exemple qu'arrivé à une certaine heure, vers 21 h, on va commencer à produire de la mélatonine, l'hormone du sommeil. Et donc, la personne qui va travailler une nuit, qui va commencer à devoir travailler à 22 h, il va devoir brusquer un petit peu son organisme pour faire abstraction justement de cette phase d'endormissement et de somnolence qui va arriver nécessairement, au même titre qu'à 22 h où on va encore avoir vraiment une grosse phase d'endormissement. Arrivé vers 2 h du matin, on va commencer à avoir des mouvements intestinaux qui vont être ralentis, voire même complètement arrêtés. Et ce, encore une fois, c'est vraiment immuable. C'est pareil pour à peu près tout le monde. Et on ne peut rien y faire. Même si on travaille de nuit, notre corps va se mettre un petit peu au point mort, arrivé à une certaine heure. En gros, quand on travaille de nuit, j'aime bien cette comparaison, c'est comme si on était à 130 sur l'autoroute, mais en seconde. Donc, on tape un petit peu dans la machine, on tape un petit peu dans le moteur, ça brusque quand même pas mal de choses. Le sommeil, alors, il se définit par 3 cycles. Enfin, là, il y a plusieurs définitions, il y a des stades, on parlait de cycle, je trouve que de parler de cycle, ça reste encore le plus abordable, c'est le plus facile, je trouve, donc je suis resté sur ces notions de cycle plutôt que de stade. On a environ 4 à 6 cycles par nuit. Encore une fois, ça varie selon les individus, selon certains paramètres, mais la plupart du temps, on a tous à peu près nos 4 à 5 cycles qui arrivent toutes les nuits. Elle est décomposée en 3 phases. La première phase, donc le sommeil lent léger, où on introduit la phase d'endormissement, le sommeil lent profond et le sommeil paradoxal, dit paradoxal. Alors, c'est intéressant de s'arrêter quelques instants un peu quand même sur ces sommeils, sur les différentes phases du sommeil, notamment sur toutes les phases d'ailleurs, il n'y a pas de notamment. Le sommeil lent léger, en fait, il va se caractériser par le fait d'être une phase qui est un peu plus longue que les deux autres. Sur une nuit de sommeil ou sur un cycle complet, ça va correspondre à peu près 50% du temps de sommeil, ce sommeil lent léger. Ce sommeil lent léger, c'est la phase où le corps commence à se mettre un petit peu en veille. Notre respiration commence à ralentir, le rythme cardiaque ralentit, la température corporelle aussi. Donc, le corps commence à perdre un petit peu de tonicité, mais le cerveau, quant à lui, est toujours très réactif, très facilement stimulable,
comprendre que cette phase finalement de sommeil lent léger est extrêmement fragile. Hein, un peu de lumière dans la pièce, une chaleur un peu trop importante, un peu de bruit à côté, ou quelqu'un qui s'agite à côté de nous, et automatiquement, on peut casser un petit peu cette phase d'endormissement et cette phase de sommeil lent léger. Donc vraiment, il se caractérise par le fait que vraiment la machine commence, enfin, le corps humain commence à un petit peu descendre. Cependant, le cerveau, lui, est toujours très réactif et très stimulé. Donc, c'est en cela que souvent, le sommeil lent léger est abîmé et fragilisé parce que on est très facilement éveillé et réveillé par le moindre stimuli extérieur. La seconde phase, donc c'est le sommeil lent profond. Là, on va avoir, à contrario, dans la phase de sommeil lent léger, un corps qui va être complètement hypotonique, donc vraiment le rythme cardiaque est tout plus bas, la température corporelle commence à descendre, certains organes commencent vraiment à bien récupérer, parce qu'on est vraiment dans la phase où physiquement on récupère le mieux. Et le cerveau, lui, aussi, est vraiment très peu stimulé et vraiment se met au repos, lui aussi se met un petit peu en veille, ce qui fait qu'on est beaucoup moins facilement réveillé durant cette phase de sommeil lent profond. On peut se faire réveiller, hein, bien évidemment, on peut être réveillé pendant cette phase de sommeil lent profond, mais c'est quelque chose d'extrêmement brutal. Hein. Pour ceux qui ont pu avoir des réveils brutaux la nuit à 3h, 4h du matin, quelque chose d'assez brutal, on a tous la même sensation du coup de poing ou de la gifle, parce que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement brutal. C'est vraiment, on va extirper le cerveau, le réveiller, donc c'est vraiment quelque chose de très, très brutal. Hein, les personnes qui travaillent de nuit, qui se réveillent à 2-3 heures, ils parlent du percute, ils parlent de gifle, ils parlent de baffe, enfin voilà, c'est des choses quand même assez imagées, mais qui disent bien ce que ça veut dire. Cette phase, encore une fois, c'est vraiment la phase où le corps va vraiment récupérer le plus. Donc, encore une fois, c'est une phase qui est très importante, bien évidemment. Bon, elles sont toutes importantes, hein, ça va sans dire. Mais là, le corps récupère bien. Cette phase, c'est à peu près 25% de notre temps de sommeil. Hein, donc, c'est un peu moins que le sommeil lent léger, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas moins important. Ça va sans dire. La dernière phase, c'est le sommeil paradoxal. On la connaît tous, on dit que c'est la phase de sommeil où on rêve, on est un peu éveillé tout en dormant. C'est pas forcément faux comme définition. Hein, c'est une phase où, là, c'est encore un petit peu différent des deux autres. C'est-à-dire qu'on a le corps qui commence à s'éveiller, donc on va avoir un rythme cardiaque qui va commencer à s'accélérer, il y a le tonus musculaire qui commence à reprendre, les mouvements, enfin quelques petits mouvements qui peuvent venir à intervenir, donc le corps va commencer à bouger. Mais lui, le cerveau, il est toujours en off. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il y a vraiment quelque chose qui est un peu à l'opposé du sommeil lent léger. C'est-à-dire que le sommeil lent léger, on a un cerveau qui est très réactif, qui est très actif. Et là, en sommeil paradoxal, le cerveau, il dort pratiquement encore. Il fait un autre travail, on en reparlera un peu plus tard, ce qui fait qu'on a des sensations qui peuvent être un petit peu discordantes des fois. Pour ceux qui ont pu avoir ou qui ont cette expérience-là de paralysie nocturne, hein, cette sensation de se réveiller, enfin, on est comme emprisonné dans son corps, on n'arrive pas à bouger, pourtant on se sent conscient de ce qui se passe, on se sent éveillé. Et ben, c'est typiquement pendant cette phase de sommeil paradoxal, c'est le corps nous fait croire qu'on est éveillé, alors qu'en fait, on ne l'est pas. Hein, le cerveau, lui, est encore endormi, donc on est conscient de cela, mais le corps, lui, il ne réagit pas parce qu'en fait, le cerveau ne fait pas la connexion, n'envoie pas les impulsions, le mouvement du bras, le mouvement de la tête, etc. Donc, ça peut être assez brutal aussi, mais c'est durant cette phase-là, c'est pour vous faire comprendre un petit peu ce que peut être le sommeil paradoxal. Et encore une fois, ce sommeil paradoxal, hein, c'est à peu près 25% de notre taux de sommeil, hein, sauf erreur de ma part, je crois que les calculs sont bons. 50% du temps de sommeil, le sommeil lent léger, 25 et 25, on est bon. Je peux faire les chiffres et les lettres. Alors, la durée d'un bon sommeil, alors là, il y a beaucoup de chiffres. Bon, je donne un ordre d'idée, mais on n'a pas les mêmes chiffres, hein, même sur différents continents en Europe et aux États-Unis. Par exemple, on n'a pas les mêmes chiffres, mais bon. Chez nous, on dit qu'il est bon de dormir une durée proche de 7 heures. En dessous de 5h30 et 6 heures de sommeil par jour, il y a un risque métabolique.
comprendre qu'on peut favoriser certaines affections cardiovasculaires, problématiques d'hypertension, de diabète, d'obésité, voilà, des troubles métaboliques en règle générale. Encore une fois, on n'est pas tous égaux à ce niveau-là, malheureusement, heureusement, je ne sais pas. Mais il y a quelques années de cela, des scientifiques ont mis en lumière un gène qui semblait prouver qu'une certaine partie de la population, alors pas beaucoup, hein, on parle de 3% de la population, et ben, ils peuvent fonctionner parfaitement avec 5 heures de sommeil. Donc, c'est-à-dire que les personnes qui peuvent nous dire oh, bah, moi je dors 4-5 heures par jour et ça, j'ai aucun problème et ça me va bien, bah ouais, c'est possible, ça existe. Bon, en général, on le sait, hein, moi, c'est pas mon cas, malheureusement. Alors, bien dormir pour récupérer. Qu'est-ce qu'on va. Ça y est, ça, je recommence à bafouiller. De quoi parle-t-on quand on parle de récupération? Bah déjà, on l'a évoqué un petit peu, c'est la récupération physique, hein, le fait de passer sur différentes phases de sommeil, notamment par exemple sur une phase de sommeil lent profond. Et ben, on sait très bien que c'est à ce moment-là que les muscles, hein, les tissus, la fibre musculaire va être le plus au repos et du coup, bah, les muscles et certains organes vont récupérer. Donc, ça permet un peu un travail de régénération et puis de récupération. Le cerveau aussi va récupérer, il a besoin de récupérer, parce que le cerveau, bah, il est actif non-stop, donc il a aussi besoin de récupérer pour pas mal de raisons. Et de fait, il y a une récupération sur les activités dites intellectuelles, notamment l'attention, la mémoire, le raisonnement et la logique. Encore une fois, on a toute cette expérience-là, hein, une nuit blanche ou une nuit agitée. On s'est tous fait la réflexion. Aujourd'hui, je ne comprends rien, j'entrave que dalle, j'arrive pas à avancer, je suis crevé, etc. Donc voilà, encore, c'est des expressions qui sont pleines de sens, hein, puisqu'on se les tous faites certainement. Donc oui, on se rend bien compte que quand on est fatigué, on n'arrive pas à raisonner, on est très vulnérable aussi. C'est pas pour rien qu'une des tortures les plus en vogue aujourd'hui, c'est la privation de sommeil. C'est parce que c'est un vrai effet, hein, sur le cerveau et de façon non négligeable. Ça va favoriser aussi la sécrétion hormonale, le développement hormonal. Donc ça, on le sait aussi, hein, c'est extrêmement important, notamment chez les ados. Hein, c'est pour ça que beaucoup d'ados, on se plaint des ados qui dorment beaucoup, mais c'est parce que physiologiquement, il y a une petite explication à la chose aussi, quelque part. Ça renforce l'efficacité des défenses immunitaires. Le corps a besoin de récupérer pour justement pouvoir lutter contre les différentes affections. Encore une fois, on l'a tous, cet exemple-là, on l'a tous vécu. Hein, je suis crevé en ce moment, je chope toutes les cochonneries qui traînent. Voilà, encore une fois, ça veut bien dire ce que ça veut dire. On est fragilisé, hein, quand on manque de sommeil, quand on n'a pas notre compte, et ben, on est un peu plus fragile et un peu plus exposé. Ça va renforcer, réparer le système nerveux. Donc, on en a besoin de cela, surtout pour certaines fonctions. Donc, c'est quelque chose qui va se retrouver chez des personnes qui ont certaines affections, hein, au niveau des troubles du sommeil. Je pense notamment au syndrome des jambes sans repos, qu'on reprendra peut-être un petit peu, qu'on va reprendre à la fin de cette présentation. Justement, c'est parce qu'il y a un souci au niveau de cet appareil-là, le système nerveux. Et puis, il y a ce qu'on appelle, un peu schématiquement, la récupération psychique. J'aime bien cette donnée-là, extrêmement importante. C'est une soupape de sécurité du psychisme. C'est-à-dire qu'en fait, le cerveau, il a besoin de traiter tous les événements qu'il y a eu la veille ou l'avant-veille, enfin les jours passés. Il a besoin de travailler un petit peu comme un disque dur qui va travailler, qui va ordonner tout ça durant la nuit, il va classer en fonction de différents paramètres, il va classer un petit peu tous ces événements. Et puis s'il y a eu des événements, s'il s'est passé des choses qui ont été quelque peu traumatisants, quelque chose qu'on a mal vécu, qui nous a affecté d'une certaine façon psychiquement, et ben le cerveau va le rejouer, il va le remettre en scène et va le traiter, il va le traiter avec une issue qui n'est pas celle qu'on a vécue, un peu fantasmée, hein, de façon à ce que ce soit un peu moins traumatisant. Encore une fois, on a cet exemple-là de situation qui part de rêve, qui partent de quelque chose qui s'est passé la veille ou l'avant-veille, et puis tout d'un coup, ça devient rocambolesque, un peu, ça ni queue ni tête. C'est une façon que le cerveau, il a
pour traiter quelque chose qui, à un moment donné, l'a affecté, pour éviter que ce soit quelque chose de traumatisant et quelque chose qui traîne, eh ben, on va le traiter d'une autre façon, le cerveau va le traiter d'une autre façon et lui donner une issue un petit peu folklorique, un peu bizarre, pour justement que ce soit un petit peu moins traumatisant. Donc vraiment, ce sommeil paradoxal, c'est surtout durant cette période-là, et vraiment, c'est durant cette période que ça se passe un peu ce traitement. Je vous laisse quelques secondes si vous avez des questions pour les taper sur la première partie. Dans les questions et réponses, toujours, je préfère, comme ça c'est plus facile. Et pendant que vous posez votre question, ça me permet de voir un petit peu. Et puis s'il n'y a pas de questions, ça veut dire que j'étais particulièrement clair. Chose dont je doute quand même. Mais... Alors, comment favoriser un sommeil de qualité? Alors, avant de donner des petits conseils pratico-pratiques, il est important de remettre une donnée qui est extrêmement importante, à savoir la température corporelle et la fréquence cardiaque. La bonne qualité du sommeil est souvent étroitement liée à ces deux paramètres-là. C'est un raccourci un petit peu facile de ma part parce que dès qu'il y a une augmentation de la température corporelle, il y a une augmentation de la fréquence cardiaque et vice-versa. S'il y a une augmentation de la fréquence cardiaque, il y a une augmentation de la température corporelle. Mais petit à petit, quand je vais vous présenter différentes choses, vous allez comprendre pourquoi je vous parle de la température corporelle et de la fréquence cardiaque pour avoir un sommeil de bonne qualité, ou en tout cas favoriser un sommeil de bonne qualité. Alors, pour favoriser un sommeil de qualité, on nous le dit, hein, il faut avoir une alimentation saine, etc., enfin, plein de bons conseils. Qu'est-ce qu'on entend par là, en fait? C'est qu'il faut reprendre un peu une petite notion que vous connaissez tous, à savoir la mélatonine. Cette hormone du sommeil, celle qui va induire le sommeil, celle qui va asseoir le sommeil, de faire en sorte qu'il soit de bonne qualité, ce sommeil. Et bien, cette mélatonine, elle a besoin de certaines choses. Et notamment, elle a besoin du tryptophane. C'est un acide aminé qu'on retrouve dans certains aliments. Et c'est ce tryptophane qui va être utile dans la production de la sérotonine. Et sans la sérotonine, il n'y a pas de mélatonine. Donc, du coup, vous comprenez bien qu'on va aller chercher une alimentation qui va être riche en tryptophane de façon à favoriser la production de la sérotonine pour avoir une mélatonine en quantité suffisante et efficace. Où est-ce qu'on va retrouver le tryptophane? Alors là, il y a pas mal d'aliments. Il y a la volaille, les produits à base de soja, le thon, les fruits secs, vraiment pas mal de choses. Je ne vous ai pas fait une liste très exhaustive, ça c'est très facile à rechercher hein, sur Google, aliments riches en tryptophane. Il y a des algues aussi qui sont très à la mode en ce moment. Là, vous retrouvez vraiment plein de choses. Donc l'alimentation, voilà, si vraiment on veut vraiment faire quelque chose pour essayer d'améliorer un petit peu la qualité de son sommeil avec cette dimension alimentation, allons rechercher des aliments qui sont riches en tryptophane, ça va vraiment améliorer un petit peu la chose. Alors, pas nécessairement régler tous les problèmes de sommeil, hein, entendons-nous bien, mais voilà, l'améliorer quelque peu. A contrario, on va éviter les repas trop riches ou trop gras pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que si on a des aliments trop riches, trop gras, enfin trop riches en protéines, déjà ça va venir un petit peu altérer la sécrétion hormonale. Ça va commencer à jouer déjà sur la récupération hormonale. Donc, ça, c'est déjà un premier point. Et puis après, ça se réfère un petit peu au rythme circadien hein, que j'ai introduit, hein, ce petit schéma d'horaire hein, que vous avez vu sur la deuxième ou troisième slide. Je vous l'ai dit, arrivé à une certaine heure, vers 2 heures du matin, les mouvements intestinaux ils commencent à ralentir pour certaines personnes, voire même ils s'arrêtent. Donc, imaginez un repas un peu trop riche, trop gras, on va le garder dans le tube digestif assez longuement. Et encore une fois, on se les fait déjà sa réflexion-là, un repas de fête, quelque chose d'un peu riche, un peu gras, etc. Le lendemain matin, on a tous eu probablement cette réflexion, ça m'est resté sur l'estomac toute la nuit. Et bien typiquement, c'est ce qui s'est passé. Hein. C'est que c'est resté dans l'estomac, enfin pas dans l'estomac, mais en tout cas dans le tube digestif une bonne partie de la nuit. Donc oui, hein, un repas trop riche, trop gras, ça va venir vraiment un petit peu altérer déjà la qualité du sommeil, et puis ça va rendre les choses un petit peu inconfortables, parce qu'on sait qu'arrivé à une certaine heure, les mouvements intestinaux sont un peu moins bons, du coup la digestion se fait un peu moins bien, et ça va
compliquer fortement les choses. Alors, les substances dites psychoactives, un terme très scientifique pour des choses que vous connaissez très bien, je vous rassure. Le café, le thé, les boissons énergisantes, hein, donc la caféine, la théine, la taurine, tout ce qui se finit en ine, vous l'aurez compris, c'est quelque chose qui va venir stimuler le rythme cardiaque. Du coup, on va accélérer notre rythme cardiaque, on va accélérer notre température corporelle et comme on a besoin d'une température corporelle assez basse et d'un rythme cardiaque assez bas pour arriver à avoir un sommeil lent léger de bonne qualité, un sommeil lent profond, etc., ben vous comprenez que ces trois substances-là, elles vont venir entraver un petit peu la bonne qualité du sommeil. On le sait, hein, le café, le thé, on le sait de plus en plus. Bon, les boissons énergisantes, c'est 8 fois un expresso, hein, une canette de 33 ou 25 centilitres de boissons énergisantes. C'est comme si on buvait du 8 cafés. Hein. Donc, ce n'est pas négligeable en termes de caféine, taurine, etc. Autre type de substances psychoactives, l'alcool, le cannabis ou d'autres substances. Là, ça va avoir un effet un peu plus fourbe parce que ça va induire une certaine somnolence, hein, un repas un peu alcoolisé. Il y a le petit coup de barre, hein, comme on dit. Vraiment, on sent que l'endormissement va arriver, pareil avec le cannabis ou d'autres types de substances. Donc, on a l'impression que ça va améliorer notre sommeil, mais le problème, c'est qu'ensuite, ça va venir fractionner le sommeil parce que les molécules d'alcool, de tétrahydrocannabinol, etc., ne vont être très mal gérées par l'organisme arrivé à un certain moment, ce qui fait que l'organisme va l'envoyer un peu partout, et notamment au niveau du cœur, ça va accélérer le rythme cardiaque, ça va stimuler le cerveau, donc du coup, il va y avoir d'innombrables micro-réveils qui vont venir clairement altérer la qualité du sommeil dans le temps. C'est-à-dire que sur le moment, si je prends du cannabis, parce que j'ai l'impression que ça me fait du bien pour m'endormir, et c'est vrai, pour le coup, en termes d'endormissement, ça va un petit peu faciliter les choses. Par contre, ça va venir abîmer tout le reste du sommeil. Donc parfois, des personnes qui ont des troubles du sommeil peuvent aller essayer l'alcool ou le cannabis ou d'autres substances en pensant que ça leur fait du bien. Quelque part, c'est vrai que ça marche sur l'endormissement, mais du coup, ça va venir abîmer tout le reste et souvent, on ne récupère pas assez, tout simplement. Alors, pour favoriser un sommeil de bonne qualité, hein, je l'ai dit à plusieurs reprises, il y a besoin d'avoir une température corporelle relativement basse, un rythme cardiaque assez bas. On l'a vu durant cette phase de sommeil lent léger, où le sommeil ou la phase d'endormissement, hein, elles sont ensemble. Le cerveau est très facilement stimulé par le bruit, la lumière. Donc, vous comprenez qu'on a besoin d'un environnement qui s'y prête. Une pièce, hein, idéalement, la température entre 16 et 20 degrés. Hein, parce que comme ça baisse un petit peu la température corporelle et on a tendance à plus facilement, enfin c'est pas qu'on a tendance, on s'endort plus facilement avec une température corporelle basse. Hein, on l'a encore une fois cette image un peu cinématographique des films catastrophes avec ces alpinistes bloqués en haute montagne, hein, qui luttent contre l'endormissement, tout simplement parce qu'en fait, effectivement, dès qu'on est en hypothermie, on s'endort. Hein, c'est un réflexe, le corps il est fait comme ça. Donc bon, voilà, si on est perdu en pleine montagne et qu'on s'endort, malheureusement l'issue est un peu expéditive, mais voilà, encore une fois, ça vient expliquer un petit peu le pourquoi. Hein, effectivement, on a besoin d'avoir une température corporelle assez basse, enfin en tout cas un peu plus basse, pour pouvoir s'endormir. Alors, je ne vous conseille pas de vous endormir dans votre congélateur non plus, hein, ce serait un peu trop expéditif, mais voilà. Un environnement sombre, calme, une literie de bonne qualité, ça va sans dire, tout ça, ça va venir aider un petit peu pour aider l'endormissement et puis favoriser le sommeil dans le temps. Alors, les écrans, évitez les écrans. Alors, vous noterez les guillemets. Hein, les guillemets, pourquoi? Parce que aujourd'hui, on est toujours devant les écrans, la tablette, le téléphone, l'ordinateur, la télé, Netflix, Prime, Disney, j'en passe et des meilleurs. Donc, on est quand même tout le temps devant les écrans. Donc, effectivement, ça va venir un petit peu abîmer, altérer déjà la mélatonine, l'hormone du sommeil. Les écrans bleus, hein, le rétroéclairage des écrans aujourd'hui va venir un petit peu altérer notre hormone du sommeil. En plus,
dès qu'on est devant un écran, une télé, etc., ben, on va être stimulé, on va être intéressé par ce qu'on regarde, à moins vraiment de tomber de fatigue. Mais sinon, on va être stimulé, on va regarder, du coup, ça va venir un petit peu altérer le sommeil. Et puis, arrivé à une certaine heure, si je regarde une tablette à quelques centimètres de moi, ou une télé, ou mon téléphone, bah, c'est de la lumière, c'est un petit peu comme si c'était le soleil, en fait. Pour le cerveau, c'est comme si c'était le sommeil. Donc, pour lui, bah, il se dit, bah non, c'est pas l'heure de dormir, puisque là, j'ai ma source lumineuse qui fait qu'on on est éveillé, on a besoin d'être éveillé. Donc, bon, il y a des petites choses quand même qu'on peut mettre en place pour aider un petit peu, pour contrer cet aspect-là. Ça va être le réglage. Alors, pas de la luminosité, hein, baisser la luminosité, augmenter la luminosité, ça peut être ça peut être un piège. Hein. Ça va pas avoir beaucoup d'effet. Par contre, d'abolir le rétroéclairage ou cette lumière bleue, hein, alors, en fonction des marques d'outils, il y a différents noms. Hein, sur les produits Android, c'est le confort des yeux. Sur Windows, c'est le réglage nocturne, c'est les produits Apple, c'est le night shift. Eh bien, ces réglages-là vont venir abolir, je rebafouille encore, vont venir un petit peu arrêter l'émission de cette lumière bleue et ça peut rendre les choses un petit peu moins confortables. Et puis surtout, le cerveau, il va être moins stimulé, il va moins se dire qu'on est en pleine journée. Donc, c'est intéressant de les mettre automatiquement arrivé à une certaine heure. Et puis, ça repose les yeux aussi, hein, c'est pas négligeable quand on est toute la journée sur l'ordinateur. Il va sentir qu'il est important de désactiver les alarmes, les notifications de nos appareils, alors nos appareils et des applications concernées. Hein. Le ding d'un WhatsApp ou Insta ou que sais-je, sans faire de pub, bah, si on est sur une phase de sommeil lent léger, on l'a dit, le cerveau est vite dérangé, en tout cas il est très stimulable, ce qui fait que bah, un simple petit ding à un moment donné va me réveiller, puis d'autres ne vont pas me réveiller. Donc, vaut mieux les désactiver pour éviter de se faire interrompre durant une phase de sommeil où on est un petit peu plus fragile et un peu plus facilement réveillé. L'activité physique. Alors, l'activité physique est recommandée le matin, sans qu'il s'agisse forcément d'une forte activité. Donc, une demi-heure de marche active, ça peut suffire pour favoriser l'endormissement et surtout pour favoriser la bonne qualité d'un sommeil, et notamment du sommeil lent profond. Il y a une étude de l'INSERM qui avait été faite, bon, elle date un petit peu, mais je ne sais plus, 2012, je crois, qui avait démontré que pour les personnes qui avaient des troubles du sommeil, et qui n'avaient pas d'activité physique, pour 80% des personnes qui ont repris une activité physique et étaient concernées par des troubles du sommeil ont amélioré leur sommeil. C'est-à-dire qu'il y a eu un effet bénéfique pour 80% d'entre eux. Donc, c'est vraiment le nerf de la guerre. L'activité physique semble être vraiment une des choses les plus faciles à mettre en place. On s'entend, hein, ça peut être une contrainte de l'activité physique, mais vraiment l'activité physique marche très bien. Et encore une fois, pas forcément quelque chose de trop important. 30 minutes de marche active, donc une marche avec un rythme assez soutenu, ça va vraiment avoir un effet. Méfiance, par contre, si on a tendance à faire une activité physique en fin de journée, début de soirée, ça va avoir un effet ça peut avoir un effet paradoxal. Pas chez tout le monde, mais ça peut avoir un effet paradoxal. Comprendre qu'on va sécréter certaines choses, la cortisone, l'adrénaline, etc. Donc, cortisone, l'hormone du stress, enfin comme on caricature, et d'autres choses. Et donc, vous comprenez bien que ça va augmenter le rythme cardiaque, augmenter la température corporelle, et encore une fois, on l'a dit et redit, on a besoin d'avoir une température corporelle relativement basse et un rythme cardiaque relativement bas pour arriver à bien s'endormir et à dormir correctement. Donc voilà, si on fait une activité physique un peu soutenue en fin de soirée, ça peut venir contrarier l'endormissement et ça peut même venir contrarier la qualité du sommeil. Chez certaines personnes, ça ne fait pas grand-chose, mais la plupart du temps, ça peut avoir un effet. Donc, le plus tôt, le matin, début d'après-midi, idéalement. Maintenant, ce n'est pas toujours simple à articuler et à organiser, on est d'accord. La sieste, hein, je l'ai un petit peu évoqué, là je suis reparti sur mon rythme circadien. Là, il y a deux phases, hein, durant ce rythme circadien, il y a deux périodes de somnolence qui sont tout à fait physiologiques. Donc celle entre 2h et 5h du matin et celle entre 13h et 15h.
On a tendance à l'appeler la postprandiale, hein, parce qu'on a l'intention d'avoir un petit coup de barre après le repas. Bah, c'est parfaitement naturel parce que du coup, l'organisme, il sécrète certaines choses qui fait qu'on a besoin de récupérer. Et entre 2 et 5 heures du matin, ceux qui travaillent de nuit le savent, c'est vraiment la période la plus compliquée chez eux parce qu'ils ont de nouveau cette sensation de sommeil qui arrive et ils sont obligés de lutter contre ce phénomène-là. Donc la sieste est très recommandée, que ce soit entre 13 heures et 15 heures et 2 heures et 5 heures, les siestes est recommandée. Donc pas évident de mettre en place sur le lieu de travail, mais on y vient, même pour les travailleurs de nuit, de plus en plus, les siestes commencent à arriver tout doucement. Alors, quand on parle de sieste, idéalement, c'est quelque chose d'assez court. Une sieste, c'est 20 minutes, idéalement. Et vous allez très vite comprendre pourquoi. C'est qu'on a défini au tout début qu'on avait besoin d'un certain nombre de cycles de sommeil, entre 4 et 6 cycles, selon les individus. Si moi, par exemple, j'ai besoin de 5 cycles de sommeil, mon organisme est fait il fonctionne de cette façon, et que je lui prends un cycle un dimanche après-midi parce que j'ai dormi 2 heures, en 2 heures, on peut faire voire 2 cycles, et bien la nuit du dimanche ou au lundi va s'en trouver être impactée parce que j'ai déjà eu mes cycles, mon quota de cycles. Donc voilà, si on a une sieste qui est un petit peu trop longue, on va choper un cycle complet qui va venir déstabiliser la machine tout simplement. Donc, idéalement, la sieste de 20 minutes, c'est vraiment le must. En plus, pour ceux qui ont tendance à avoir des siestes un petit peu plus longues, si on les raccourcit, c'est vrai que 20 minutes, quand on s'éveille, ça peut être un peu brutal, on est un peu dans le pâté, comme on dit, mais au bout de quelques minutes, très rapidement, on se rend compte que finalement, on a eu ce qu'il fallait, et c'est assez flagrant, entre 2 heures où on va se réveiller, on va émerger, ça va aller, mais du coup, on va venir altérer le sommeil un peu plus tard, et 20 minutes, le bénéfice aura été le même si c'est vrai qu'en 20 minutes, quand on va se réveiller, on va avoir tendance à avoir un peu plus de mal à redémarrer, parce qu'on a l'impression de ne pas avoir dormi assez. Mais pourtant, les 20 minutes auront suffi. Les activités. Alors oui, c'est de bon ton de dire il faut éviter les activités stressantes avant de s'endormir. Alors, on parle de films, on parle de jeux vidéo. Alors, les films, encore une fois, vous noterez que j'évite les qualificatifs, les films violents, brutaux, etc. Ça dépend des individus. Je prends souvent cet exemple-là, mais si à 23 heures, vous me mettez La Reine des Neiges, ça va me travailler, je vais avoir du mal à m'endormir derrière. Donc, c'est vraiment propre à chacun. Donc, on le sait, on a tous nos propres sensibilités. Il y a des choses qu'on va éviter si ça a tendance à trop nous stimuler. Pareil, les jeux vidéo, alors pareil, on va mettre des adjectifs brutal, violent, de guerre, nanani, nanana. Ça dépend des individus, encore une fois. J'ai plutôt tendance à dire des choses plutôt compétitives. C'est ça qui va nous stimuler. Un jeu de poker en ligne, un jeu de cartes en ligne, s'il y a de l'enjeu, gagner de l'argent ou même fictif, etc. Bref, il y a un enjeu, il y a un aspect compétitif. Ça peut nous stimuler, ça peut nous faire sécréter de l'adrénaline, ça peut nous faire sécréter de la cortisol. Donc, du coup, ça va venir impacter un petit peu notre sommeil. Un jeu de dames, un jeu de dames, ça c'est génération Netflix, le jeu de la table, donc les jeux d'échecs, vous m'aurez corrigé. Voilà, ça peut être aussi quelque chose de très stimulant. Donc voilà, les jeux vidéo ou les jeux en ligne, tout ce qui est compétitif, ça peut effectivement stimuler beaucoup et du coup venir un petit peu impacter notre endormissement, voire même notre sommeil. Attention aux fausses bonnes idées, les douches chaudes, les bains chauds. Alors, il y a parfois un amalgame entre des choses qui vont nous détendre. Alors, effectivement, une douche chaude, un bain chaud, ça peut être très relaxant, ça va vraiment nous détendre. Est-ce que pour autant, ça va favoriser le sommeil? Comme ça va augmenter notre température corporelle, ça va augmenter notre rythme cardiaque. Et encore une fois, vous comprenez pourquoi ça va venir un petit peu compliquer la chose. Mais chez certaines personnes, encore une fois, ça ne fait pas grand-chose. Donc, si c'est votre rituel et que c'est ce qui vous va bien, ne changez rien, bien évidemment. Voilà, sur les points favoriser le sommeil, il me restera un petit peu les troubles du sommeil. Je pense qu'on va être dans les clous en termes de temps. Oui, ça sera très bien. Si vous avez quelques petites questions, je vous laisse les poser. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle de troubles du sommeil? Alors, les troubles du sommeil, c'est toute perturbation de la qualité
et ou de la durée du sommeil ayant des retentissements sur la journée. En gros, quelque chose durant le sommeil qui va s'impacter sur notre journée de travail ou extra-professionnelle, d'ailleurs, quelque chose qui aura une répercussion. Les plus connus, c'est les insomnies, c'est les apnées du sommeil. On parle aussi du bruxisme, grincer des dents ou serrer les dents fortement, le syndrome des jambes sans repos ou certains troubles endocriniens. Donc les apnées du sommeil, on en parle beaucoup, c'est très en vogue, enfin très en vogue, non, c'est une réalité qui existe depuis bien longtemps, mais c'est vrai que maintenant on le prend plus facilement en charge, on le dépiste un peu plus facilement parce qu'on va le chercher. Donc typiquement, c'est la somnolence. Le premier symptôme des apnées du sommeil, donc vraiment des phases de somnolence qui sont en dehors des phases de somnolence naturelles, entre 13h et 15h, on l'a évoqué. Donc vraiment une forte somnolence, ça doit nous évoquer peut-être un souci au niveau des apnées du sommeil. Les ronflements aussi, les pauses ventilatoires la nuit, si notre conjoint nous fait remarquer qu'on arrête de respirer, tout d'un coup on respire brutalement, ça peut aussi évoquer des apnées du sommeil. La plupart du temps, c'est assez, ça tombe pas. Donc là, ça nécessite de consulter. Le bruxisme, bon, c'est pareil, souvent ça va être le conjoint, la conjointe qui va faire remarquer qu'on grince des dents. Alors, je vous prie de m'excuser, j'ai perdu ma souris. Oups là. Pardon. Donc oui, le bruxisme, souvent, encore une fois, c'est le conjoint, la conjointe qui va le faire remarquer. Donc ça peut être intéressant, nécessaire même de consulter, ne serait-ce que pour l'aspect dentaire, parce que ça a un vrai impact sur les dents. Donc ça aussi, ça doit être nécessairement pris en charge. Et le syndrome des jambes sans repos, donc c'est quelque chose qui apparaît de plus en plus, on en parle de plus en plus, et pour cause, parce qu'en fait, on s'aperçoit quand même qu'il y aurait quand même beaucoup de personnes qui seraient atteintes de ce syndrome. Donc typiquement, ça va se manifester par un besoin vraiment irrépressible de bouger les membres inférieurs la nuit, bien le soir et la nuit. C'est un besoin qui va forcément créer un inconfort dans les membres inférieurs et du coup empêcher l'endormissement. C'est quelque chose qu'on dit d'irrépressible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'en empêcher, sinon on a des fourmillements, voire des douleurs, ou des sensations de picotement, des sensations de brûlure, enfin des sensations qui sont tellement inconfortables qu'on a ce besoin-là de bouger les jambes. On commence à bien avancer. Alors, je ne me suis pas mis au fait des derniers parce qu'il y avait beaucoup d'avancées scientifiques sur ce sujet-là. Il y a des prises en charge qui commencent à être vraiment très efficaces parce qu'on a à peu près compris comment ça fonctionnerait. Ce serait au niveau des échanges dopaminergiques, un petit peu comme le Parkinson, même si c'est deux affections différentes. Si on a le syndrome des jambes sans repos, ça ne veut pas dire qu'on va avoir un Parkinson. Loin de là, ça n'a aucune incidence. Mais ça fonctionne un petit peu de la même façon et on avance bien au niveau de la prise en charge des syndromes des jambes sans repos. La difficulté, je crois que c'est le diagnostic. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué à le diagnostiquer. Et puis tout ce qui est troubles endocriniens, diabète, thyroïde, enfin des choses qui peuvent avoir une incidence sur la physiologie du corps humain, sur la biologie, qui va pouvoir un peu augmenter la température corporelle, le rythme cardiaque. Donc voilà, encore une fois, on l'a dit, des éléments qui vont venir un petit peu altérer la qualité du sommeil. Quand on parle d'insomnie, la définition, c'est 30 minutes dans son lit sans trouver le sommeil. On parle d'insomnie. On va parler de chronicité quand ça arrive 3-4 fois par semaine pendant 3 semaines. Là, on est vraiment dans l'insomnie chronique. Donc, elle va s'exprimer de différentes façons. Ça peut être les difficultés d'endormissement à l'heure du coucher. Ça peut être des réveils nocturnes fréquents avec des difficultés à se rendormir. Alors, les réveils, c'est normal. On peut se réveiller la nuit, c'est normal. Ça peut faire partie des cycles. Mais systématiquement, 5-6 fois, et voire même parfois bloqué, ne pas arriver à se rendormir. Là, typiquement, on parle d'insomnie. Ou cette sensation d'avoir un sommeil non récupérateur. C'est normal, si on s'est réveillé plusieurs fois, qu'on a cassé nos différents cycles de sommeil, notamment un sommeil lent profond, forcément, on n'aura pas notre compte et du coup, il ne sera pas récupérateur, ce sommeil. Une des solutions qui marche le mieux, alors pas pour tout le monde, pas systématiquement, quand on est bloqué dans son lit, c'est souvent de se lever, c'est de quitter le lit. Pourquoi ? Parce qu'on a été conditionné depuis notre plus tendre enfance, depuis le début même, on va dire,
on nous met dans notre lit pour dormir. Donc le cerveau, il a ce schéma-là, et depuis toujours. Si pour une raison X ou Y, une problématique de santé ou une problématique d'insomnie, je n'arrive pas à trouver le sommeil et je reste dans mon lit, quelque part, le cerveau va se dire, oui, ça peut être normal de rester dans son lit 30, 45 minutes, 1 heure, à ne pas arriver à dormir. On s'est rendu compte que si on quitte le lit à ce moment-là, si on peut, hein, c'est pas toujours évident, mais si on peut quitter son lit, aller dans une autre pièce, lire ou faire une activité un peu plus calme, hein, pas faire, que sais-je, le ménage, les travaux, quoi que ce soit, non, mais plutôt une activité calme et se lever, et bien le cerveau va un petit peu rebooter la machine, il va se dire non, mais là, c'est pas normal, à cette heure-là, moi, je suis censé dormir, et de fait, la sensation de sommeil, la sensation de fatigue arrive ou revient plus facilement, plus rapidement, si on a quitté le lit que si on est resté dans son lit à attendre que ça arrive. Donc c'est une méthode qui marche pas mal, pas pour tout le monde, pas systématiquement, mais ça peut être une alternative quand on est bloqué dans son lit depuis un certain temps. Les exercices de relaxation, de cohérence cardiaque, de sophrologie, alors ça, hein, typiquement, faut être ouvert à tout. Ça marche pas mal chez certaines personnes, chez d'autres, ça n'aura aucun effet. Cohérence cardiaque, ça marche pas mal. Il y a encore une fois plein d'applications, il y a plein de reportages, il y a plein de documents sur Google. Vous pouvez tout à fait trouver tout ça assez facilement. En plus, c'est des méthodes qui sont vraiment sans conséquence. Donc, le seul risque, c'est que ça fonctionne pas pour vous. Donc, pour des personnes qui ont des troubles du sommeil, de tenter ce type d'exercice, franchement, c'est aucun risque. Hein. Enfin, donc, à ne pas mettre de côté, je pense. Ça peut marcher. Attention aux huiles essentielles ou des produits substitutifs, comme on voit tryptophane, hein, on en a parlé, hein, des compléments alimentaires, voilà, c'est ça, je cherchais le mot, ou l'hormone, j'oublie le nom, ce qui est vendu en pharmacie, peut-être quelqu'un m'aidera et le mettra dans les commentaires. Ça se prescrit de plus en plus, enfin ça se prescrit pas, on peut même l'acheter en vente libre, en pharmacie, peut-être même en parapharmacie. Bref, quelque chose qui va faciliter le sommeil. Donc c'est des choses qui peuvent être très efficaces, malheureusement trop efficaces. Si on s'habitue à des compléments en tryptophane ou le mot m'échappe, j'espère que ça me reviendra, on va avoir non pas une dépendance, mais une accoutumance. C'est-à-dire que si je prends quelque chose pour bien dormir, si j'en ai pas, au bout d'un moment, ça risque de poser problème. Le corps va vraiment buter, il va avoir vraiment du mal à retrouver le sommeil. Donc, il faut se méfier des compléments alimentaires en tryptophane et en mélatonine. Mais je crois que c'est la mélatonine, tout bêtement. Je me complique la vie. Hein. Il y a des traitements de mélatonine aujourd'hui. Et donc, ça peut être une alternative, mais il faut que ce soit accompagné par un professionnel de santé, un spécialiste. C'est souvent plutôt préconisé pour les personnes qui font des voyages, qui ont des risques ou des problématiques de jet lag. Donc là, ça peut être complètement indiqué, il n'y a aucun problème. Mais par contre, soi-même, il faut s'en méfier quand même. Donc oui, voilà, hein, plus de 3 fois par semaine pendant une période supérieure à 3 mois, on parle d'insomnie chronique. Alors, quelques chiffres de l'INSERM. Hein, donc, l'INSERM, c'est l'Institut national de santé et de recherche médicale. Hein, donc, c'est vraiment l'observateur et le référent quand on cherche des chiffres dans ce domaine-là. Donc, il nous parle quand même que 16% de la population souffre d'insomnie chronique, donc, ce qui est quand même pas mal. 5% des adultes qui souffriraient d'apnée du sommeil et quand même 8% d'adultes des syndromes des jambes sans repos. Donc, vous voyez, les apnées du sommeil, on en parle plus, on en parle beaucoup, je trouve, et bizarrement, les personnes, la principale raison qui serait en lien avec des troubles du sommeil, ce serait quand même le syndrome des jambes sans repos. Donc, voilà. Donc, c'est bien le diagnostic qui pose problème. Alors, si j'aime dans la journée et perturbation du fonctionnement professionnel, il est recommandé de consulter. On a évoqué tous ces points-là, hein, bien évidemment, la somnolence, hein, donc la somnolence, les ronflements. Donc là, on va plutôt suspecter une problématique d'apnée du sommeil. Donc, il est bon de consulter les impatiences des membres inférieurs. Ça, typiquement, le syndrome des jambes sans repos, céphalie, sueur nocturne, profuse, céphalie matinale. Ça peut être en lien avec
une problématique endocrinologique, un diabète, une thyroïde, chez les femmes arrivées à un certain âge avec la ménopause, ça peut avoir des symptômes de cet ordre-là. Donc, ça peut aussi compliquer un petit peu les choses. Puis dès qu'il y a des troubles de la concentration, l'irritabilité, variation de l'humeur, donc là, c'est quelque chose qui nous fait dire que il y a une dette de sommeil, il y a quelque chose qui nécessite d'être exploré pour être sûr de ne pas passer à côté de quelque chose, tout simplement. Et je crois qu'on va être bon, sauf erreur de ma part, voilà, qui est fait, absolument. Alors, j'espère que j'aurai été clair. Je n'ai pas trop bafouillé un peu quand même, hein, je crois, mais bon, ça a été, je trouve, dans l'ensemble. Et donc, je suis open s'il y a des questions. Alors, y a-t-il des questions? Alors, il n'y a pas de questions. Il y a deux cas dans la discussion. Alors, je vais les reprendre, je vais les lire. Nous rêvons pendant la phase paradoxale uniquement. Alors non, je crois qu'on rêve un peu tout le temps. Mais dans la phase paradoxale, c'est la phase où on va s'en souvenir souvent. C'est là où on va se souvenir parce que c'est les derniers événements. Donc c'est les rêves de la phase paradoxale qu'on va se souvenir. Les autres, non. Et encore, ce sera vraiment les rêves des... S'il y a un réveil, hein. S'il y a un réveil, je vais me souvenir de ce que j'ai rêvé. Mais si c'est ce qui s'est passé 5-6 heures avant, je ne m'en souviendrai pas. 20 minutes pour dormir, car généralement, c'est le temps qu'il faut pour m'endormir. C'est bien toute la difficulté quand on parle des siestes. Donc, je pense que vous faisiez allusion aux siestes. Les préconisations, c'est 20 minutes de sieste. Effectivement, 20 minutes pour dormir, c'est pas toujours simple, surtout si l'endormissement est un petit peu long. Mais c'est un exercice. Alors, si vous mettez un petit peu de temps à vous endormir et que vous débordez, du coup, vous allez plutôt dormir 40 minutes, enfin, vous allez faire au total 40 minutes, mais dedans, il y a 20 minutes de phase d'endormissement. Ça peut être un petit travail. Après, petit à petit, ça vient. Hein, c'est comme un exercice, hein, comme un entraînement. Mais ça peut suffire. Essayez, franchement, essayez. Vous voyez, c'est vrai que quand on a dormi que 20 minutes, au moment où on se réveille, on se dit, il n'y en a pas assez, ça ne va pas du tout. Et puis au bout de quelques minutes, alors 10-15 minutes, on se rend compte que finalement ça va, on est reparti pour un tour et que ces 20 minutes-là ont suffi, voire même moins, hein, 10-15 minutes, hein, les sommeils fragmentés, hein, je ne sais pas, vous avez peut-être entendu parler, c'est un vrai effet. Donc ça peut suffire, à essayer en tout cas. Alors, hop, je rebascule sur l'autre. Merci pour la présentation, avec plaisir. Lorsque l'on se réveille plusieurs fois par nuit à la même heure, est-ce qu'il s'agit d'un problème d'enchaînement de cycle? Alors, ça, c'est une bonne question. Donc, j'imagine que c'est quelqu'un qui va systématiquement avoir des troubles du sommeil qui vont se manifester à un certain moment dans la nuit. 2 heures, 3 heures du matin, enfin, peu importe, de toute façon, mais c'est quelque chose d'un petit peu, voilà, tout le temps, je me réveille à cette heure-là. Est-ce que c'est un problème d'enchaînement de cycle? Est-ce que c'est une transition? Souvent, c'est une transition entre un sommeil paradoxal et un sommeil dit lent léger, parce qu'on sait que durant cette phase, le cerveau est très stimulable. Donc, probablement que effectivement, c'est sur un enchaînement de cycles. Mais après, il peut y avoir tellement de facteurs psychiques ou autres, difficiles pour moi de l'identifier. En règle générale, enfin voilà, j'aurais tendance à dire, si c'est vraiment quelque chose de récurrent, systématique, ça peut valoir le coup de consulter pour faire un petit point avec son médecin. Si vous vous réveillez systématiquement de la même façon, ou alors peut-être est-ce une habitude que vous avez, je ne sais pas, si vous prenez le café de 18h à 18h par exemple, ou un thé, ou une boisson énergisante, on sait que l'effet va être un petit peu plus tardif, et ben du coup, ça va venir se manifester à une certaine heure. Donc ça peut avoir une explication dans ce sens-là. Si vous endormez devant votre écran, si on retombe, enfin votre sommeil, votre phase de sommeil lent léger, il y a un écran qui est allumé, etc., tout de suite ça va venir vous réveiller. Donc il faut en savoir un peu plus.
Alors, je vois que quelqu'un lève la main, mais je suis un peu limitée sur les fonctions du webinaire. Non, je ne vois pas. De nouveau, si on se réveille bien plus tôt que d'habitude, de type 1 heure avant son réveil habituel, faut-il essayer de se rendormir ou de se lever directement? Alors, si on se réveille bien plus tôt, alors des réveils précoces, on va parler, est-ce qu'il vaut mieux se réveiller, se lever, ou est-ce qu'il vaut mieux essayer de se rendormir? Voilà, c'est difficile. Il y a des fois où vous allez arriver à vous endormir, le sommeil va revenir, et même si c'est 10-15 minutes, j'aurais tendance à dire c'est toujours ça de prix. Et puis parfois, le sommeil ne va pas venir, on sait, on va se lever. Là, je n'aurais pas de conseil vraiment idéal. On le sent, j'ai tendance à dire qu'on le sait. On sait qu'on va arriver à se rendormir un petit peu et quand c'est cuit, et il faut se lever. Idéalement, de toute façon, si on sait qu'on va bloquer, faire autre chose, se lever, aller lire, aller faire un truc un peu calme, et puis si vous sentez que le sommeil revient pendant 20 minutes, 30 minutes, voilà, c'est toujours ça de prix, encore une fois. Comment expliquer les insomnies entre 2 et 5 heures du matin si c'est le pic de somnolence physiologique? Alors, comment expliquer les insomnies entre 2 heures et 5 heures du matin si c'est le pic de somnolence physiologique, donc les phases naturelles de somnolence? Parce que malheureusement, c'est jamais aussi simple. Si il y a des insomnies entre 2 heures et 5 heures du matin, donc si vous parlez d'insomnie, c'est-à-dire que vous vous réveillez, vous n'arrivez plus à vous endormir, on est dans quelque chose qui est pathologique. Donc c'est bien qu'il y a quelque chose qui vient déstabiliser la physiologie, la biologie de l'organisme. Des raisons X ou Y, là je ne pourrais pas les déterminer comme ça, mais il y a quelque chose qui vient perturber justement ce cycle-là, ce qui explique qu'il y a des insomnies entre 2 heures et 5 heures du matin. Donc oui, il y a quelque chose qui vient abîmer votre rythme physiologique, votre cycle naturel. Et donc, malgré le fait que c'est ce moment-là où on devrait dormir le mieux, pour vous, ce n'est pas votre cas. Donc oui, ça s'explique très probablement par une problématique de sommeil. Ça, c'est certain. Alors, je sais que ce n'est pas très réconfortant parce que je n'ai pas la solution, mais ça se tient. Alors, je suis désolé, je suis obligée de basculer entre la fenêtre de discussion et la fenêtre des questions-réponses, mais on va s'en sortir. Non, c'est bon. A priori, je suis à jour. Alors, je ne vous l'ai pas dit, mais je crois que vous êtes tous inscrits par mail, donc on va reprendre contact avec vous par mail de toute façon, où il y aura un questionnaire de satisfaction qui va vous être proposé, ou un lien pour aller donner votre avis sur cette présentation. Et puis le contenu de la présentation sous format PDF, les différents liens qui ont été utilisés pour cette présentation, notamment sur des sites d'INBES, tous les sites qui sont en lien avec le sommeil et les différentes sources, et le réseau Morphée. Je vois la question, il y a le lien sur le réseau Morphée, il y a plein de choses sur le réseau Morphée. On peut se dépister sur les apnées du sommeil, on peut faire un calendrier du sommeil, j'en ai pas parlé parce que c'est quelque chose qui prend un peu plus de temps, mais il y a vraiment plein de choses, c'est une de mes sources. Le réseau Morphée, c'est là où j'ai été chercher beaucoup d'informations, et c'est là où je me suis formé, donc je pense que du bien du réseau Morphée. Il y en a d'autres, mais au réseau Morphée notamment, oui, il y a plein de choses tout à fait intéressantes. Et donc, je vais vous les partager. Je pense qu'il y aura même une copie sur un drive où vous pourrez voir la présentation. Si vraiment ça vous passionne à ce point, vous pourrez revoir la présentation qui a été enregistrée. Bon, a priori, il n'y a pas d'autres questions. Bon, on est dans les temps. Parfait. Ça a même été un peu plus rapide que je l'aurais pensé. Avec plaisir.
Merci à vous de votre présence. Merci encore. Eh bien, s'il n'y a pas plus de questions, merci beaucoup, très intéressant et très bien expliqué. Ah, merci, super, je vais la garder celle-ci. Allez, hop. Eh bien, écoutez, merci à vous pour votre présence. Je vais mettre fin au webinaire. De toute façon, comme je vous l'ai dit, on va vous faire parvenir un lien avec à la fois la présentation et mes coordonnées. Si jamais il y a d'autres questions, je voulais prendre contact pour des raisons X ou Y, je serai à votre disposition. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi et surtout un très bon week-end qui arrive. Voilà, merci, au revoir.